Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau sur Parabellum. Je suis avec Luciano Policeni et en ce moment, disons, de pause face aux drames mondiaux. Si Trump ne se réveille pas de mauvaise humeur dans 10 minutes, nous allons reprendre notre discussion sur l'Afrique. C'est un sujet souvent ignoré dans l'actualité en raison des événements au Moyen-Orient et de la guerre en Ukraine, mais les conflits persistent. Allez revoir le live qu'on avait fait il y a quelque temps, qui était un tour d'horizon de toutes les guerres, et du fait qu'il y a quand même une tendance à l'augmentation de toutes les guerres. En Afrique, de nouvelles guerres continuent d'éclater et aucune ne s'éteint. Et évidemment, il y a aussi des liens avec ce qui se passe, parce que parmi les financeurs, il y a l'Arabie Saoudite. Il y a plusieurs acteurs que nous connaissons bien, même dans les événements en cours au Moyen-Orient. Donc, qui de mieux? Merci Luciano et merci d'être revenu. Mais c'est toujours un plaisir de revenir, puis en fait surtout, je peux dire pour la première fois depuis que j'ai commencé ce métier, ce qui fait vraiment très longtemps maintenant, que je m'occupe d'une zone stable du continent. Donc pendant des années, j'ai essuyé les insultes de tout le monde, parce que pendant des années, j'ai essuyé les insultes des experts de l'Europe de l'Est. Di Europa orientale, degli esperti di Medio Oriente. En disant que chez toi, il se passe toujours quelque chose, alors que maintenant, c'est plus stable que d'autres régions. Non, je plaisante, plus stable, c'est très relatif. Non, le début ironique, c'est en fait pour dédramatiser, parce que la date du live n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril 2026, c'est exactement le 3e anniversaire du début de la guerre au Soudan. Pour contextualiser un instant la crise, il suffit de dire tout de suite que, selon les données fournies par les Nations Unies, actuellement la guerre au Soudan a provoqué la plus grande crise humanitaire en cours dans le monde. Grâce à Mirko, nous avons pu suivre la guerre pratiquement depuis son déclenchement. Évidemment avec le style de l'émission, donc du direct et de la chaîne. Donc ce que vous verrez ce soir est entièrement basé sur des données, donc sur des sources que nous avons. Oui, d'après les sources ouvertes consultées. Je vais faire un résumé pour ceux qui entendent parler de ce conflit pour la première fois. La guerre au Soudan, que je ne qualifie pas de guerre civile par choix stylistique personnel, je préfère l'expression la guerre des deux généraux. Précisément parce qu'elle se déroule entre ces deux messieurs que vous voyez à l'écran. À gauche, c'est le général Burhan Fattah al-Burhan, qui est le chef des forces armées du Soudan, ainsi que le président du Conseil souverain du Soudan, qui en fait avait été conçu comme un organe de transition, qui devait accompagner le pays vers la démocratie et qui, en réalité, est maintenant le gouvernement du Soudan. Celui qui est actuellement installé à Khartoum et qui a reconquis Khartoum il y a environ 1 an. Des forces du deuxième homme, celui que vous voyez à droite, qui est le général Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le surnom d'Hemeti, ce qui signifie Petit Mohamed. Ce sont deux personnes qui ont créé, avec leur cercle rapproché, disons, deux écoles de pensée, deux visions différentes pour l'avenir du Soudan. D'un côté, Al-Bourhan, qui est le champion, si l'on veut, de l'élite de Khartoum, ou plutôt d'une certaine partie de l'élite de Khartoum, qui a survécu à la chute du régime d'Omar al-Bashir en 2019, et de l'autre côté, le général Hemeti, chef des forces de soutien rapide, qui est un groupe paramilitaire ayant été affilié à l'intérieur de l'armée soudanaise. Et que si vous vous êtes déjà intéressé à l'Afrique, vous le connaissez peut-être mieux, avec le surnom qui était donné à ce groupe paramilitaire, ainsi qu'aux nombreux groupes paramilitaires actifs au Darfour. Au début des années 2000 et des années 80, c'était le nom de Janjaweed. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches. Lors d'un live précédent, j'avais dit que Janja signifie « diables à cheval ». Mais en réalité, d'après des recherches plus récentes, c'est une expression dialectale du Darfour qui signifie « bandits ». Donc, fondamentalement, ce groupe, les FSR, est né comme un groupe paramilitaire à base ethnique, responsable du génocide du Darfour, sous l'Ancien Régime, qui est d'une certaine manière institutionnalisé et qui ensuite devient fondamentalement un État dans l'État, pour arriver ensuite au 15 avril 2023, lorsque, à l'issue d'une cohabitation très difficile, destinée à échouer, en effet, elle a échoué.
Ils ont déplacé leurs troupes contre l'armée régulière soudanaise, ont conquis Khartoum, ont tenté de tuer Al-Burhan et donc de prendre la tête de l'État. Comme je le disais, ce n'est pas une guerre civile, car il manque la composante civile, principale victime du conflit. À ce jour, c'est bien le cas. Sur le plan ethnique, cela a-t-il vraiment un impact ou est-ce seulement une question de pouvoir entre ces deux forces? Alors, plus qu'une question ethnique, à mon avis, c'est une question de pouvoir. La question ethnique est importante pour comprendre un aspect du conflit soudanais, celui qui concerne le Darfour, que nous verrons dans un instant. Où effectivement des groupes ethniques, disons arabes ou à tendance arabe, ont lancé une série de nettoyages ethniques. Le génocide du Darfour n'est pas une expression utilisée au hasard, il a effectivement été reconnu comme un génocide par les tribunaux internationaux, pour ce que cela vaut. Le droit international n'est pas en très bonne santé. Et donc, comme je te le disais, la composante ethnique est beaucoup plus forte au Darfour, où des milices, appelons-les arabes, mais c'est une simplification comme celle dirigée par Hemeti, qui ont fondamentalement lancé une épuration ethnique contre les Darfouris. Les Darfouris sont africains, il n'y a pas nécessairement de différence religieuse entre les deux groupes, ils ont une certaine importance géopolitique, parce que parmi les ethnies du Darfour, il y a une ethnie spécifique qui s'appelle les Agawa, qui contrôle actuellement le Tchad. Comme nous le verrons dans un instant, le Tchad, en plus d'être l'un des principaux acteurs africains sur le plan militaire, il suffit de penser que récemment, l'armée tchadienne a commencé son déploiement en Haïti, soutenu par le gouvernement américain dans le cadre d'une série d'initiatives pour la stabilisation de l'île d'Haïti. Quoi qu'il en soit, ce sont des troupes reconnues pour une certaine valeur au niveau tactique. Les Tchadiens sont plutôt au Tchad. C'est la blague que tu fais toujours, je l'attendais. C'est parce qu'il le faut. Mais parce qu'ici, ils ont inventé une armée avec des camionnettes Toyota, etc., pour des incursions rapides qui rappellent un peu les rats du désert britanniques, ce genre de choses. Alors, les Tchadiens sont historiquement considérés comme les maîtres, du moins en Afrique centrale et occidentale, les maîtres de la guerre de mouvement, qui est justement ce type d'utilisation de tactique que tu es en train de décrire. C'est-à-dire des unités même numériquement importantes, mais capables de se déplacer et de se déployer très rapidement. D'ailleurs, le Tchad joue un rôle fondamental dans de nombreuses initiatives de maintien de la paix de l'Union africaine. Pour cela, pour vous faire comprendre comment, au niveau militaire, ils ont su mettre à profit ces capacités, même contre des armées bien mieux équipées. Vous ne devez pas oublier que les Tchadiens sont ceux qui ont vaincu le jeune califat Haftar pendant la guerre. C'est l'unité. On se bat pour la bande d'Aouzou. C'est pratiquement ça. Ils ont réussi avec un Libyen bien mieux armé, aussi et surtout grâce à une unité. Ampia e completa. Libico-Tchad est une unité. Une unité. Et cela fait d'eux de très habiles combattants. C'est une unité. C'est une unité sur ce que sont les factions sur le terrain qui ont évolué au fil du temps. Alors, à l'écran, vous pouvez voir les factions qui soutiennent actuellement. Ce sont quand même des alliances de très fluides, donc par définition pas stables, mais ce sont les principaux groupes armés qui soutiennent les initiatives de l'armée régulière soudanaise. Donc il y a le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord, dirigé par Agar, le Mouvement pour la justice et l'égalité, qui est un autre mouvement armé à base locale, principalement actif au Darfour, qui soutient l'armée régulière.
Il y a le mouvement de libération du Soudan qui est dirigé par Mini Minawi, qui est maintenant l'adjoint politique d'Al-Burhan et qui est un chef de guerre historique, leader d'un groupe armé du Darfour. Il y a le SLM Tambur, c'est-à-dire le mouvement de libération du Soudan, qui cependant est dirigé par un autre chef de milice. Et puis il y a une autre milice plus récente qui a une affiliation plus nettement institutionnelle, c'est la Force conjointe de protection du Darfour. Maintenant, si tu regardes ce déploiement, tu as déjà la première clé de lecture de ce que c'est. Que ce soit la manière dont le conflit est mené au niveau tactique, militaire, ou les équilibres de pouvoir, c'est-à-dire l'élite. C'est un gouvernement du Soudan à Al-Burhan. Les forces armées soudanaises sont très puissantes, il parvient à centraliser ou du moins à projeter une certaine autorité. Et la côte de la mer Rouge. Il suffit de penser que lorsque le gouvernement soudanais, le gouvernement des forces armées soudanaises, a dû fuir Khartoum, il s'est réfugié pendant longtemps à Port-Soudan. Et cela a été une clé très importante, le maintien du contrôle des côtes. Et surtout pour tisser un réseau d'alliances internationales qui, aujourd'hui, soutient activement les initiatives et le rôle des forces armées soudanaises. Parmi ces alliés, citons seulement la Russie et l'Iran. Ensuite, si tu passes à la diapositive suivante, tu te rends compte de ce que c'est que la force, exactement. Ça, c'est pour le Soudan. Nous approfondirons cela plus tard, si tu veux. Mais fondamentalement, l'Iran soutient le Soudan aussi pour des raisons idéologiques. C'est une unité avec Israël. Et on disait même qu'il était sur le point de signer les soi-disant accords d'Abraham. La domination de Port a renforcé le poids des forces armées soudanaises dans les relations avec la Russie, qui aujourd'hui soutient activement, c'est-à-dire avec des armes et des moyens, l'engagement des forces armées soudanaises. Dans l'espoir de pouvoir ouvrir, il semble que l'accord soit presque conclu, même s'il est souvent retardé. Leur propre base militaire sur les rives de la mer Rouge est en réalité pour maintenir sa propre unité. C'est une unité. Rouge surtout sur la rive africaine, et aussi une présence commerciale. Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, ils étaient sur le point de lancer la construction d'un quartier commercial à Port Saïd, donc sur la côte égyptienne. Cependant, dans le cadre de la stratégie russe visant à obtenir une présence stable sur l'axe de Suez, qui est un vieux projet, qui en réalité était aussi celui de l'Union soviétique, qui, à un moment donné, a tenté d'établir une position stable dans le port de Berbera, en Somalie, dans la région du Somaliland, que vous avez peut-être entendu mentionner parce que Israël l'a récemment reconnu comme un État indépendant. Mais je te disais, si tu regardes la composition des SAF, elle est tellement vaste, elle est composée de groupes tellement différents, justement parce que, merci, l'unité d'une unité, a souvent eu du mal à imposer une véritable unité. Dans les régions orientales, donc, qu'ont dû faire les SAF au déclenchement de la guerre lorsqu'elles faisaient face à un ennemi comme les RSF, très fort dans la région du Darfour et dans les régions orientales. Ils ont dû acheter une série d'alliances pour assurer leur propre projection, pour se garantir la possibilité de combattre effectivement contre les RSF dans les régions orientales. Si tu passes point à la diapositive suivante, les RSF ont un déploiement beaucoup plus limité. Cela tout d'abord parce qu'ils sont une armée numériquement plus réduite, mais surtout parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de grandes alliances pour contrôler l'Est soudanais. Eux, ils sont déjà de là-bas. Ils sont nés au Darfour. Émétier est le fils d'éleveurs qui, toute leur vie, ont fait du commerce de bétail entre le Tchad et le Soudan. Donc eux, ils se battent à ce stade. Ou du moins, ils se sont positionnés dans les endroits où ils sont nés, où leurs chefs ont grandi, où leur mouvement est né. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de faire des alliances aussi larges. Mais il y a une chose que les RSF ont faite. Ils se sont dotés d'un gouvernement politique, qui est le gouvernement de paix et d'unité. Soutenu par une alliance principalement composée de politiciens du Darfour, qui s'appelle TASS. Et cette astuce a permis aux RSF de créer un gouvernement qui n'a pas de reconnaissance internationale.
Même si, comme nous le verrons plus tard en parlant des positions européennes, disons, il y a pas mal de confusion quant à savoir quel est le gouvernement effectivement reconnu à l'unanimité au niveau international, parce qu'il y a toujours un certain niveau d'ambiguïté. Mais en créant ce gouvernement fictif de paix et d'unité, ils ont pu faire passer le blocage du plan purement militaire au plan diplomatique. Et c'est l'un des facteurs qui, à ce jour, empêche d'arriver ne serait-ce qu'à un cessez-le-feu entre les parties. Évidemment, il y a un soutien de la part de groupes armés locaux, dont le cas le plus particulier est celui du mouvement populaire de libération du Soudan Nord, dirigé par Abdelaziz Al-Milou, qui est un autre chef de milice, qui a rompu avec le précédent, avec l'autre aile du SPLMN, celle dirigée par Aguerre, et qui a créé sa propre enclave à l'intérieur des montagnes. Nuba, qu'ils appellent le nouveau Soudaniva. Donc, ils se considèrent comme faisant partie de quelque chose qui est autonome du reste de l'État. En 2024, certains envoyés du New York Times ont réussi à obtenir une accréditation auprès du groupe d'Alilu. Et à voir comment on vit dans les monts Nuba. Donc, fondamentalement, à voir comment fonctionnent les zones qui sont administrées dans le pays et sous leur domination. Et effectivement, ils ont créé un État parallèle. Donc, cela te donne le sens de la complexité des forces en présence. Et surtout, cela te permet de voir l'une des premières caractéristiques du conflit. Si tu vas revoir le premier live que nous avons fait en 2023, nous avions fait un peu de scénarisation à la fin. Et nous avions vu que l'un des scénarios possibles, si le conflit devait durer à long terme, était celui de la fragmentation de l'État. Même si elle n'est pas reconnue, elle devient tout de même effective sur le terrain. Voilà, des cas comme celui du SPLMN à Alilu te montrent comment cette dynamique est effectivement présente. Il y a un autre cas qui est particulièrement intéressant, dont nous avions parlé lors du dernier live que nous avons consacré au Soudan, celui des Desert Walls. Il s'agit de quelques mercenaires colombiens qui combattent actuellement avec les forces de soutien rapide. D'après les vidéos que j'ai pu voir, il s'agit principalement de mercenaires particulièrement compétents ou spécialement chargés de l'utilisation de l'artillerie. D'après ce que nous avons pu comprendre, il s'agit effectivement de civils ou d'anciens membres des forces de sécurité colombiennes qui opèrent dans cette région et participent à cette guerre. Principalement économique. Et Emeti lui-même, récemment lors d'une intervention publique, a reconnu le fait qu'ils ayant des Colombiens. C'est là qu'entrent en jeu les mercenaires. Il y avait une présence de Wagner. Certains nous demandaient quelles sont les ressources en jeu. Si je me souviens bien, ils avaient une mine d'or. Ils avaient essayé d'avoir leur propre base. Ensuite, ce qui les intéressait, c'était l'exploitation de cette mine et de ne pas trop s'immiscer entre les deux milices. Même l'Égypte, qui a pourtant été approchée par les deux groupes, a évité disons que les pays les plus proches essaient d'éviter les liens directs. Ensuite, il y a aussi des questions du genre. Excusez-moi, l'Angleterre, mais lequel des deux camps commet des crimes de guerre? Ou bien les deux commettent-ils des crimes de guerre? Alors, le Soudan est actuellement un trou noir. Donc la possibilité de réellement mener des enquêtes sur les violations du droit de la guerre est très difficile. Ce que nous avons réussi à obtenir pour le moment est entièrement lié à des témoignages qui nous viennent du front. Vidéo, téléphone, enseigne. Quelles sont les conditions? Les crimes de guerre sont commis par les deux parties. Les violations des droits de l'homme aussi. Récemment, si l'on parle ensuite de crimes contre l'humanité, en admettant que je n'exclus pas que les forces armées soudanaises aient pu en commettre aussi, lorsque les forces de soutien rapide ont conquis la capitale du Darfour du Nord, la semaine dernière. Après un an de siège, les premières observations satellitaires, qui ont également été validées par l'ONU, montrent qu'effectivement, le nettoyage ethnique a repris. Donc fondamentalement,
En ce moment, je ne peux pas te dire parce que nous ne pouvons pas quantifier si le génocide a effectivement repris, mais il est certain que le nettoyage ethnique a repris. Et cela est démontré par le fait que la reprise de ce nettoyage ethnique est l'un des facteurs qui risque de régionaliser le conflit. Dans ce contexte, sur la question de la Russie et de Wagner, toute la présence russe de Wagner en Afrique a été complètement, ou du moins sensiblement modifiée par la création de l'Africa Corps, qui a récemment également ouvert sa propre chaîne YouTube, et donc ce que Mirko a déjà documenté dans le cas de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire par le transfert des actifs de Wagner au sein du ministère de la Défense russe. Donc à ce jour, Wagner est un instrument, du moins en Afrique à tous les égards, géré par le ministère de la Défense russe. Il y a une seule exception partielle, qui est celle de la République centrafricaine, où il y a encore des cadres intermédiaires de l'époque de Prigojine. Et ces cadres intermédiaires ont été laissés sur place. Autonomie. Je pense, mais c'est ma spéculation, que l'accord avec le Kremlin soit le suivant. Vous ne retournez pas en Opulsia. Vous n'essayez pas de reconstituer un groupe. Dans le style de ce qu'a fait Prigojine, qui avait en fait créé une armée parallèle, il s'était même rebellé. À un certain moment, cependant, nous vous laissons gérer vos actifs en République centrafricaine. En fait, à ce jour, devant l'Institut de la culture russe à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, il y a, je crois, mais je peux me tromper, la seule statue commémorative à leur effigie dédiée à Outkran et Prigojine, donc au chef militaire et au chef de Wagner. C'est un symbole clair parce que je ne pense pas qu'à ce jour, quelqu'un n'ait érigé une statue de Prigojine en Russie. Comprendre comment cette structure-là est passée au sein du ministère de la Défense. Je dis cela parce qu'il est certain que Wagner avait des liens très forts avec les FSR, liés aussi à l'exploitation minière, surtout en ce qui concerne l'or. Mais après la mort de Prigojine, Wagner est passé sous le contrôle du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense russe et la Russie en général soutiennent activement les forces armées d'un régulière soudanaises. Ils le font évidemment non pas pour une question idéologique, mais par pur intérêt national. Ils pensent raisonnablement que même si les RSF reprenaient en Khartoum, elles ne parviendraient pas à percer jusqu'à la côte. Et donc ils sont intéressés par la côte. C'est pourquoi ils soutiennent le gouvernement qui pourrait, à l'avenir, leur garantir l'accès à cette portion de mer. Donc évidemment, si tu mets sur la balance d'un côté une force qui contrôle de façon stable le Darfour, et de l'autre une force qui contrôle de façon stable une partie du détroit de Bab el-Mandeb, de l'axe de Suez, alors tu comprends bien qu'aux yeux du Kremlin, l'axe de Suez a beaucoup plus de valeur, surtout dans un contexte comme celui d'aujourd'hui. En passant à la situation, vas-y, excuse-moi. Puisque nous sommes ici, avant d'aborder la situation sur le terrain, il y a quelques questions comme quels sont les intérêts étrangers dans la guerre et quelles nations soutiennent les différentes factions? Disons que pour la partie russe, on a évoqué l'intérêt classique, celui d'avoir un port. Là-bas, un peu comme les Chinois qui veulent aussi en avoir un, ils en ont un à eux. C'est l'Érythrée, si je ne me trompe pas, non? Les Chinois n'ont pas de port en Érythrée, ils ont modernisé le port d'Asmara. D'ailleurs, l'Érythrée est un pays où, avec le gouvernement actuel surtout, nous les Italiens, nous avons, à mon avis à juste titre, cessé d'hésiter et nous avons recommencé à parler ouvertement avec l'Érythrée. Dehors, qui a été reçu. Crosetto est allé en visite en Érythrée. Les Chinois ont modernisé le port d'Asmara et, en ce qui concerne la modernisation, l'Érythrée mériterait un live à part parce que c'est une histoire absurde. Dans le cadre de la modernisation du port d'Asmara, ils ont modernisé les quais de manière à évaluer la possibilité d'accostage pour les navires militaires chinois. Car Akwerki est de toute façon quelqu'un de formé. Destroyer dans la zone, nell'area. Exactement. Il y a un autre pays qui a déployé un destroyer en Érythrée, c'était la Russie, dans le cadre d'une visite de courtoisie diplomatique. Considérez l'Érythrée.
Aquerci, le président, s'est formé en Chine à l'époque maoïste et parle encore couramment le chinois. Et il croit toujours au modèle de développement chinois. La Russie a effectué cette visite de courtoisie, je crois que c'était un destroyer, mais je ne me souviens plus du nom. Et évidemment, c'était un événement célébratif. Aquerchiste est quelqu'un qui a toujours voté contre toutes les résolutions condamnant la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'il s'est toujours positionné dans les instances internationales en faveur de la Chine et aussi en faveur de la Russie. Mais cette visite de courtoisie qui avait été faite, je ne me souviens plus si, à une occasion, lors de l'anniversaire de l'indépendance de l'Érythrée, elle avait été faite justement pour cette raison. C'est-à-dire que les Russes, sous prétexte d'une visite de courtoisie, voulaient évaluer à quel point il serait problématique ou non de faire accoster leurs navires dans le port de Massawa. Et par conséquent, cela se reflète à nouveau sur cette stratégie, selon moi assez prioritaire et en tout cas très bien suivie par les Russes, d'élargir leur présence à l'intérieur de la... Les motivations stratégiques peuvent être diverses. Très simplement, dans un contexte de confrontation plus ou moins serré avec l'Union européenne, avoir une présence sur cet axe est crucial pour le commerce maritime. Le commerce européen, surtout. Évidemment, pour les Russes, c'est important et c'est pour cela qu'ils jouent sur plusieurs tableaux. Comme je te le disais tout à l'heure, ils avaient entamé des accords avec l'Égypte, ils voudraient rendre cette base au Soudan, ils aimeraient aussi ou envisagent la possibilité d'avoir une base en Érythrée. Mais l'Érythrée refuse, en partie parce que Afwerki ne tolère pas la présence permanente de troupes étrangères sur son territoire. Et aussi parce qu'elle ne veut pas finir comme Djibouti, qui aujourd'hui est un État, oui, maintenu debout par la présence de plusieurs contingents étrangers, mais aussi fondamentalement écrasé par ses intérêts, qui sont tous centrés sur la question des bases. Donc, Afwerki envisage la possibilité de ce type de collaboration directe, c'est-à-dire moderniser les quais et peut-être permettre à vos nations d'utiliser mes ports, mais ce n'est pas le genre de chef d'État qui, ni par idéologie, ni par conception des intérêts nationaux, permettrait l'installation d'une base permanente. D'ailleurs, nous Italiens aussi, en ce moment, nous entrons dans la course pour la modernisation du port d'Asmara. Donc nous avons déjà la Médéo-Guillé, qui est notre base à Djibouti. Donc je n'exclus pas qu'on puisse aussi envisager là-bas de rendre compatibles les quais et les appontements pour nos navires. Mais enfin, la situation est celle-ci. Et cela te fait comprendre pourquoi les SAF ont aujourd'hui un poids international bien supérieur à celui de la FSF, qui, elle, contrôle essentiellement un bout de désert ou un morceau de jungle. Ce que tu vois de la situation sur le terrain, si tu sais bien la lire, te permet de voir quel est le risque, ou plutôt quelle a été la véritable caractéristique de cette troisième année de guerre. C'est-à-dire, face à l'échec des différentes activités diplomatiques, face à l'impasse qui s'est créée sur le champ de bataille, nous voyons effectivement comment le conflit est en train de se régionaliser. Pour comprendre ce processus de régionalisation et pour commencer à l'entrevoir, vous devez regarder 3 points. Le premier est le triangle des 3 frontières de la Libye, dont nous avions parlé lors d'un live précédent, donc cette zone des 3 frontières entre l'Égypte, le Soudan et la Libye. Ici, les RSF ont trouvé un accord avec Khalifa Haftar pour garantir une ligne d'approvisionnement logistique qui permet aux hommes de Haftar d'envoyer des ravitaillements vers la Libye. En réalité, il y a eu une médiation d'Al-Sisi lorsque les RSF et les hommes de Haftar ont commencé à contrôler cette zone frontalière. Il a immédiatement appelé Khalifa Haftar, qui s'est rendu en visite au Caire, et donc il est possible qu'une forme de médiation ait été trouvée. Les dernières attaques menées par les SAF, comme par hasard, visaient à couper le corridor qui allait vers la Libye, pour éviter que les ravitaillements ne passent. Exactement. Prends aussi en compte un facteur, on l'avait déjà dit dans d'autres lives, mais repetita adjuvant. Le fait est le suivant. Le Soudan, de par sa configuration, est un pays presque entièrement désertique.
Donc, le contrôle effectif d'un village te donne la possibilité de contrôler plusieurs kilomètres carrés de terrain. Je le dis parce que c'est un sujet sur lequel ils ont même organisé plusieurs conférences en ce qui concerne la campagne anglaise qui partait du Soudan et allait ensuite à l'intérieur de l'Éthiopie. Euh, Celui qui contrôle un village où il y a un puits et un autre village où il y a un puits contrôle tout, parce que si tu n'as pas une base de soutien, tu ne survis pas au milieu du désert. Ça paraît absurde, mais là, à Troum, la base aérienne, il n'y a rien ici, il n'y a rien ici. Donc celui qui contrôle celle-là contrôle toute cette zone ici. Exactement. Et d'ailleurs, la base de Trom est fondamentale parce qu'apparemment, ils y ont aussi déployé un bon nombre de drones. Ils peuvent ainsi patrouiller la frontière libyenne. Et donc, éventuellement, c'est un accord qu'ils ont eu. Ces Égyptiens qui sont Al-Sisi, Al-Bourhan, Haftar connaissent pas la vérité. Mais probablement de pouvoir frapper d'éventuels ravitaillements trop importants qui passent par cette frontière. Aussi et surtout parce que Sisi a dû se livrer à un grand exercice d'équilibre diplomatique. Parce qu'en même temps, il ne peut pas empêcher l'armée nationale libyenne, donc la faction d'Altar, de s'approvisionner avec les trafics venant du sud. Parce qu'ils représentent une part importante de l'économie qui finance leurs efforts de guerre. Donc ils doivent passer, mais pas dans une mesure qui compromettrait les efforts des FAS. Merci. Un autre aspect qui peut te faire comprendre la régionalisation progressive, c'est ce petit triangle rose que tu vois dans l'état du Nil bleu. Exactement, celui-ci. Maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est assez absurde. C'est-à-dire que la majorité des troupes des FAS contrôlent cette zone-là et ensuite tu as une offensive qui part du Nil bleu, complètement déconnectée du reste. Ceci, comme nous le verrons, est un aspect important. Ou en tout cas, cette offensive a mis en lumière là une implication officiellement démentie, mais sur laquelle il existe des sources ouvertes qui le démontrent, une implication de l'Éthiopie en soutien aux FSR. Mais replaçons bien cela dans son contexte, peut-être, lorsque nous parlerons dans un instant de la régionalisation du conflit. Et évidemment, il y a la question du Soudan du Sud et du Chab. Si vous allez revoir les lives précédents, mais de toute façon nous le répétons maintenant, lorsque vous voyez cette zone disputée entre le Soudan du Sud et le Soudan, c'est la zone d'Aba qui est fondamentalement, avec la ville d'Eglig, le cœur ou l'un des cœurs, disons, de l'industrie pétrolière soudanaise. Vous devez considérer qu'entre autres choses, celui qui contrôle effectivement la côte contrôle l'industrie, l'entrée du pétrole à la frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan sur les marchés internationaux. Et le principal actionnaire de l'infrastructure énergétique soudanaise aujourd'hui est la Chine, qui a construit ces oléoducs et qui représente le principal ou l'un des principaux clients de l'industrie énergétique soudanaise. Voilà à peu près la situation sur le terrain. Comme je vous le disais, la première année a été marquée par un certain succès des FSR, qui ont tiré parti de leur nature de groupe paramilitaire mobile, donc de leur grande capacité à utiliser des manœuvres rapides contre les SAF. La deuxième année a été celle où, en effet, les SAF ont repris l'initiative, forte de leur supériorité aérienne, rendue possible surtout par la fourniture de drones iraniens. Les SAF combattent avec les Shahed. La troisième année est celle où, en effet, le conflit, pour toute une série de raisons que nous verrons dans un instant, évolue vers la régionalisation. Avant d'aborder cette régionalisation, j'ai pensé qu'il serait intéressant de montrer comment on se bat au Soudan. Alors, petite anecdote pour les passionnés d'histoire militaire, le Soudan est le dernier pays à avoir vu une charge des tuniques rouges sur le champ de bataille. Cela s'est produit lors de la répression et de la révolte du Molla Fou, lorsque les Britanniques ont repris la conquête de Présaro, Khartoum. Si vous allez voir, il y a un livre d'un historien anglais qui s'appelle Tom Pakenham, intitulé The Scramble for Africa. C'est un pavé comme ça que je lis quand j'ai un peu de temps libre. Mais lui, il raconte en détail la chute et la prise de Khartoum et il documente la dernière charge des...
impériaux sur le champ de bataille, cavalleria britannica. du moins en Afrique. Par ailleurs, une charge de cavalerie britannique à laquelle assiste un très jeune Winston Churchill. Aujourd'hui, la guerre au Soudan est très différente. Tout d'abord, il y avait ce que tu disais tout à l'heure. En effet, les combats ont lieu principalement dans des zones désertiques, du moins à ce stade. Là où le contrôle d'un puits, mais aussi simplement d'un village ou d'un carrefour commercial, te garantit le contrôle de plusieurs kilomètres carrés de territoire. Mais, et c'est quelque chose que j'insiste souvent à souligner parce que nous imaginons que les conflits africains ressemblent tous un peu à Black Hawk Down, donc ces gens en treillis sur des pick-up qui tirent. A casaccio. En réalité, comme d'autres conflits au Moyen-Orient, celui en Ukraine, celui en République démocratique du Congo, est un conflit qui se combat avec des drones. Pour situer la nature de ce conflit, ce que vous voyez est une diapositive qu'ils ont faite sur Al Jazeera et que j'ai beaucoup aimée, je dois dire. Al Jazeera a consacré un long format uniquement à l'utilisation des drones dans la guerre au Soudan. Moi, en regardant les types, je vois déjà des Chinois et des Iraniens ici, Des Turcs, en bas. on donne... Quoi Alors, la Turquie a en fait aussi été accusée de financer la RSF, mais avec des drones, pas avec des avions, pour être clair. La chose intéressante selon moi à noter, Ce sont les navires en Ukraine, oui. à part les drones navals en Ukraine, les drones utilisés par les RSF, comme tu peux le voir, sont des drones. Ils utilisent beaucoup les essaims, rarement le drone individuel, c'est-à-dire rarement le grand drone turc. Ils ont souvent recours aux essaims. Ce qu'ils essaient de faire, du moins d'après les vidéos que j'ai vues, c'est de lancer ces vagues d'essaims de manière vraiment irréfléchie, sans logique. Excuse-moi, première question. Qui les finance? La RSF, Et comment se finance-t-il? Dans le sens où si tu n'as pas d'accès à la mer et que tu n'arrives pas à... alors, principalement grâce au trafic d'or, aux rackets et au marché noir, donc fondamentalement ils se financent comme des bandits. Ils ont accès à certaines mines dont ils bradent ensuite la production, ou plutôt qu'ils écoulent sur les marchés légaux dans le reste du continent. Plutôt qu'ils arrivent peut-être à les faire vendre par le biais de la bourse de... leur bourse, donc fondamentalement par ce genre de choses, ici évidemment, considère que pour l'effort de guerre des RSF, comme tous les groupes paramilitaires, c'est quelque chose qui se fait, c'est un effort de guerre mené à moindre coût. Je vous explique, ils ont obtenu beaucoup d'armements aussi des Russes quand ils faisaient partie du gouvernement soudanais, puis ils les ont simplement emportés avec eux. Je me souviens par exemple d'une parade Indipendenza del Sudan. en 2020 où ils faisaient défiler séparément les unités régulières et les RSF, et eux par exemple, ils avaient un très grand nombre de BTR. Évidemment, tu dois distinguer cette grande sophistication en termes de drones et de moyens technologiquement avancés qu'ils utilisent dans les zones ouvertes. Comme je te le disais, ils emploient dans ces énormes essaims de drones. Ils les lancent complètement au hasard sur les centres habités lorsque le centre habité tombe, et c'est ainsi qu'El Facher est tombé. Ensuite, ils pénètrent à l'intérieur des centres habités et font fondamentalement des razzias. En revanche, lors de la bataille de Khartoum, nous avions montré quelques vidéos, voici un Shahed, nous avions montré quelques vidéos lors des lives précédents. Ils combattent aussi avec des moyens de fortune dans les zones urbaines. Donc fondamentalement, ils orientent leur activité et donc ils font des razzias. Des combats du genre à moto. Et donc ils se sont tournés vers des activités de pillage. Et donc ils se sont tournés vers le pillage. Et donc ils se sont tournés vers ce type d'activité de pillage. Pour te donner un chiffre et pour comprendre aussi comment ce type de guerre a créé la plus grande crise humanitaire en cours sur la planète.
Si tu passes à la diapositive suivante, il y a toujours Al Jazeera qui a fait un décompte à partir de sources ouvertes du nombre d'opérations menées avec des drones par les SAF. À ce jour, ce que tu vois, c'est-à-dire seulement dans leur décompte, il y a plus de 1478 morts qui, selon eux, ont été causées uniquement par les drones. 1478 morts confirmés. Tu dois mettre cette diapositive en avant avec une mauvaise blague qui circulait sur les SAF et qui circulait pendant le génocide du Darfour, selon laquelle on disait que l'armée du Soudan ne combat pas, elle bombarde. C'est parce qu'historiquement, ou du moins sous la présidence d'Al-Bachir, la clé a toujours été la suivante: Khartoum contrôle l'armée de l'air. Ensuite, pour les 100 pour les opérations au sol, on s'appuie sur des groupes locaux, mais l'important c'est que la suprématie aérienne reste toujours entre les mains des forces régulières, qu'elle reste toujours sous le contrôle du pouvoir de Khartoum. Et les SAF ont combattu longuement, surtout pendant la première année, quand il semblait qu'elles pouvaient effectivement perdre la guerre contre les RSF. Elles ont accumulé et stocké du matériel, des drones, préparé leur chaîne d'approvisionnement, fait ce genre de choses. C'est une armée qui fait descendre les cieux sur la terre. Une armée qui fait descendre les cieux sur la terre. La guerre, ce n'est pas quelque chose de lointain, mais quelque chose de terriblement proche. Je t'avais laissé des sources ouvertes avec des vidéos sur ce que ça peut être, sur certaines attaques. Je ne sais pas si on veut les projeter, car ils peuvent couper le live, donc j'éviterai. Bon, comme tu veux, ce ne serait même pas la première fois, mais voilà, si tu continues, on peut voir quels sont les effets de ce type de combat. On se fait couper le live, mais on se fait couper le live, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Alors, ceci est une vidéo qui montre une mission effectuée par les SAF pour combattre, en gros, contre les RSF. Si je ne me trompe pas, ceci devrait être un drone turc. Donc, comme tu peux le voir, disons que le type de combat qu'ils mènent est similaire à celui des RSF. Ils veulent endommager les lignes d'approvisionnement. Dans ce cas, il s'agit d'un raid contre un convoi. Ils essaient de s'attaquer aux lignes de ravitaillement des RSF, et ils le font principalement en utilisant des drones. Remarquez cependant, en regardant ce type d'image, ce n'est pas différent des opérations que nous voyons en Ukraine. C'est exactement la même chose, des vieux, quelqu'un qui était en train de décharger. Non, c'est pour, tu sais, à cause de ce petit truc. Nous achetons... Comme c'est un titre, ils l'utilisent, mais on ne voit personne mourir, etc. Mais j'ai essayé d'être précis parce que je pense qu'ils ont le live sur le Mali. C'est déjà beaucoup que la CIA ou le renseignement français ne soit pas venu frapper à notre porte après ce truc-là. C'était une autre blague. Mais pour te dire à quel point on doit vraiment sortir un peu de notre bulle quand il faut expliquer toutes les grandes crises humanitaires liées aux conflits africains. Parce que les moyens sont modernes, ce n'est pas que... Les distances sont énormes, bien sûr, ils n'ont pas de grande population. Elles sont nombreuses, et les armées sont nombreuses. Quoi qu'il en soit, voici les effets que vous pouvez voir des opérations de drones sur les zones habitées. Je précise encore une chose, ou plutôt je souligne, une autre façon dont les RS essaient d'utiliser la force aérienne à leur disposition, qui ne peut pas rivaliser en nombre et en capacité potentielle avec celle des SAP. Et utiliser les drones pour frapper une partie spécifique de l'infrastructure énergétique soudanaise. Ce que, comme vous l'aurez compris, surtout en regardant ce qui se passe à Hormuz ces jours-ci, ce n'est pas l'oléoduc, mais c'est le raffinage. Parce que si tu as des chasseurs, des drones qui doivent voler, détruire les dispositifs de raffinage signifie les clouer au sol. Ceci d'après ce qu'indique une source, l'utilisation d'une bombe thermobarique, mais la source est assez douteuse. La vidéo est authentique. Mais ceci est un type d'attaque mené par les RSF, qui ont utilisé à plusieurs reprises les soi-disant bombes barils. Celle-ci, ils disent qu'elle est thermobarique. On pourrait essayer de le prouver.
C'est un baril explosif. Selon moi, mais je l'ai mise juste pour te faire comprendre que Une bombe, tu vois tout de suite le déplacement d'air parce que l'homme ici, on ne le voit pas. C'est une déflagration, je te le dis aussi à mon niveau. que ce soit un baril explosif, C'est quelque chose de très sale. exactement. Et les barils explosifs, pour qui? Alors, les barils explosifs ont été, disons, assez banalisés pendant la guerre à Syro et Rakena entre 2011 et 2014. 14, quando Même minuscule, là où une arme thermobarique existe. C'est si petit, oui, mais en effet. D'après ce que j'ai vu, ils l'utilisaient pour déminer certains champs en Ukraine. Et ça fait une explosion, une onde de choc que tu vois. Non, mais avec un tel nom, la thermobarique devrait provoquer un incendie. Mais historiquement, non, la thermobarique ne provoque pas d'incendie. En réalité, elle aspire l'air, elle crée vraiment un effet de vide qui aspire l'air. Ok, my bad. D'accord, pressé. Il ne me semble pas qu'il ait jamais distribué des thermobariques dans des pays africains. Non, sincèrement, je pense qu'ils ont juste lancé cette rumeur pour donner une image encore plus méchante au RSF. Mon hypothèse, Hans-Loge, comme je te disais tout à l'heure, c'est celle d'une bombe baril. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer, peut-être que ce n'est pas un baril, mais ils vont fabriquer des bombes artisanales, qu'ils chargent ensuite sur ces quadricoptères et larguent là où ils jugent le plus opportun. Un autre facteur qui distingue les RSF, je dois dire plus les RSF que les autres, mais sans prendre parti. De préférence partigangs particulières. Les RSF ciblent très souvent les structures médicales, parce que, en ayant souvent recours à la tactique du siège, évidemment l'un des moyens les plus rapides de mettre fin à un siège, c'est de couper l'eau, la nourriture, les médicaments. Et cela a été particulièrement visible lors du siège d'Al-Fasher, ou dans l'un des rares cas où ils ont effectivement utilisé un missile, c'est-à-dire des lance-missiles. Ils ont frappé l'hôpital de Médecins sans frontières, si bien qu'après une résistance d'1 an, Al-Fasher est finalement tombé. Comme je vous le disais tout à l'heure, la principale caractéristique de cette dernière année de conflit a été la régionalisation. Voyons maintenant comment le conflit s'est régionalisé. Tout d'abord avec la présence de l'Égypte. Alors ici, je devrais vraiment faire 70 ans d'histoire africaine, donc je m'excuse pour les simplifications que je vais faire. Donc tout d'abord, le soutien de l'Égypte aux forces régulières soudanaises s'explique sur la base de la relation personnelle entre Al-Sisi et Al-Bourhan, qui ont étudié dans la même académie pendant un certain temps. En Égypte, pendant longtemps, même à l'époque de Nasser, les nationalistes égyptiens parlaient même de la nécessité d'unir la vallée. Donc de revenir à ce qu'était la période ottomane, où l'Égypte et le Soudan étaient un thé fort, puis sous la domination britannique. La même chose. Al-Tizi soutient les forces armées soudanaises, non seulement pour ses relations personnelles, mais aussi pour maintenir au pouvoir un gouvernement qu'il considère comme plus proche de son propre agenda. Et surtout pour consolider un axe, ou en tout cas maintenir un axe entre le Caire et Khartoum, qu'il considère comme utile pour toute une série de dossiers. Par exemple le dossier du grand barrage éthiopien. Ou les 3 pays qui sont présents au sein du Forum pour la gestion des eaux du Nil sont le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. Et évidemment, le Soudan a tendance à soutenir l'Égypte. Ensuite, évidemment, il y a la question de la mer Rouge. L'Égypte veut maintenir la mer Rouge sous le contrôle des loyalistes. Et puis, pour toute une série de relations historiques qui existent entre les 2 forces armées, au début des hostilités, en même temps que les opérations contre Khartoum, c'est-à-dire contre la capitale, pour prendre le contrôle du palais présidentiel. Les forces de soutien rapide ont lancé une offensive dans le nord du Soudan contre une base aérienne égyptienne, qui à ce jour est l'une des rares installations officielles égyptiennes à l'étranger. Mais qui, pour le Caire, a une valeur stratégique que le Caire virtuellement, d'arriver à étendre une certaine forme d'influence presque jusqu'au début de la région des Grands Lacs. Considérez que l'Afrique est vaste, donc nous parlons de plusieurs milliers de kilomètres. Or, l'Égypte n'a jamais caché l'idée de vouloir soutenir ou d'avoir une plus grande sympathie, une alliance avec les forces armées soudanaises.
Cela, si tu passes à la diapositive suivante, a été encore démontré par ces découvertes qui ont été faites par le New York Times. Je les ai revérifiées, donc effectivement, ils sont réalisables. Ceci est une base du sud de l'Égypte qui fournit actuellement un soutien aérien à l'Égypte et au Soudan, à la fois par des opérations de surveillance et de reconnaissance et par des bombardements en Tibéria. Une autre preuve de ce partenariat. Si vous passez à la diapositive suivante, ce que vous voyez ici est un drone turc qui a été acheté régulièrement par l'Égypte et qui a été abattu dans la région du Darfour. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, mais c'est à toi de me le dire. C'est le premier cas d'abattage d'un drone. Mais je ne sais pas si en Ukraine aussi il y en a eu de cette nouvelle génération. S'il y en a eu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais je ne sais pas si c'est vraiment cette version ou la précédente. Car c'est vraiment la lupo de la compétition. Où il les a perdus. Même Haftar, mais on ne sait pas quelle variante est chose de ce qui est documenté. Oui. Parce que je pense que, cependant, Haftar, si je ne me trompe pas, avait perdu le TB2. Ceci, d'après ce que je sais, c'est la première fois qu'on voit vraiment l'épave d'un drone abattu quelque part dans le monde. En passant à l'autre acteur, qui est celui de l'Éthiopie, l'Éthiopie te fait comprendre comment l'implication éthiopienne, comment la crise soudanaise s'exprime, il faut l'insérer dans un contexte régional qui est beaucoup plus fragile. Je voudrais que nous commencions par cette vidéo, celle-ci au moins ils ne vont pas te la supprimer. Alors, ceux que vous voyez là sont un groupe d'un bataillon qui s'appelle 70 Metro Delantra. Ce sont des cadets qui ont terminé leur entraînement, ils sont diplômés au Soudan. Mais ces 70 cadets ont une origine très particulière, c'est-à-dire qu'ils viennent tous de la région du Tigré éthiopien. Guerre du Tigré, 500 000 morts, 600 000 blessés. Ces cadets ont été intégrés par les forces armées soudanaises, formés. Vous avez peut-être entendu dire qu'il semble effectivement que la guerre au Tigré soit sur le point de recommencer. Étant donné que l'Éthiopie et le Soudan avaient également des différends non résolus liés à des guerres frontalières, il y a eu des affrontements à la frontière. Il y a à peine 2 ans, donc ce n'était certainement pas déjà une relation idyllique en soi, mais cela n'a pas été le cas. C'est la zone non. Absolument. Elle a été bien représentée à l'intérieur. Ils ont toujours eu des séparatismes. Ils ont aussi été parmi les premiers à s'en souvenir. Commandant qui a trahi pendant l'invasion italienne, il a trahi le côté italien contre Tualé. C'est le cas, mais justement parce que ceux-là, déjà à l'époque, étaient déjà dans une dynamique séparatiste. Par rapport... Alors, cela a à voir avec la nature même de l'État éthiopien, qui est très particulière. Quand on prend ses prédécesseurs, son père prend le titre de Négus Négast, roi des rois. C'est justement parce que, à la fin, l'Éthiopie a eu cette confédération où divers seigneurs féodaux se soumettaient à la volonté de l'empereur. Cette tension. Je ne sais pas si vous voulez un parallèle pour comprendre comment c'était. Un système qu'il montre, vous savez, quand je l'ai regardé en anglais, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en italien avec des bannières, appelez-les des étendards. Oui, exactement. C'était chacun. En dessous, comme toujours, pour reprendre le schéma de Game of Thrones, et c'est comme s'il y avait les Stark qui sont là, et en dessous, il y avait tous les autres. Et, signori, des seigneurs mineurs, mais qui, disons, prêtent allégeance, etc. Donc, même lorsqu'ils ont commencé à former une armée, c'était une armée qui répondait davantage aux chefs individuels. En fait, ce n'était pas très précis. D'ailleurs, souviens-toi toujours que le jour de la fête nationale éthiopienne correspond à la bataille d'Adwa, et ils choisissent la commémoration de la bataille d'Adwa comme fête nationale. Pourquoi ? Parce que la signification est d'unir les forces de tous les Éthiopiens. Nous avons repoussé l'homme blanc, donc nous avons réussi à résister aussi à l'avancée des colonialistes, ce que d'autres politiques africaines, d'autres États africains n'ont pas réussi à faire.
En revenant à nos jours, cette vidéo évidemment te fait comprendre comment le gouvernement éthiopien voit désormais les règles. Les forces régulières soudanaises, dans le cadre d'une crise existentielle du système, arment donc les rebelles. Ils le font avec l'Érythrée, qui à son tour soutient les forces régulières soudanaises, en fournissant notamment quelques unités d'infanterie et beaucoup d'entraînement. Et ce qui se passe fondamentalement, c'est que les relations entre le Soudan et l'Éthiopie ont toujours été problématiques. Mais l'entraînement des Tigréens par le Soudan a poussé l'Éthiopie à franchir le pas, et donc à prendre immédiatement position. Il y a aussi un intérêt à envoyer précisément ceux de cette région, donc même pas libres. Dei Tigrini? Ils vont là-bas semer le désordre pour éviter des problèmes dans le pays. Comment utiliser ses propres trucs? Ces choses-là, non? Pour le gouvernement éthiopien, cet intérêt n'existe pas, parce qu'ils ont fait capituler le TPLF en 2022, et donc ils ne veulent absolument pas que cette armée se réarme. Peut-être qu'il pourrait y en avoir, parce qu'en ce moment, le TPLF est divisé en deux factions, une pro-gouvernementale et une autre qui voudrait reprendre la guerre et se venger, celle pro-gouvernementale. Peut-être qu'il aurait intérêt à envoyer les éléments les plus turbulents ailleurs, aller semer un peu de désordre plus loin? Oui, peut-être, mais la question fondamentale, c'est la situation actuelle de l'Éthiopie, actualisée en mars. Tu as une révolte essentiellement dans 3 régions clés, l'Oromia, l'Amhara et le Tigré, où ils sont également en train de renforcer leurs troupes en vue de le déclenchement possible d'une nouvelle guerre. Donc les Éthiopiens, déjà entre février... Mais pourquoi l'Éthiopie soutient-elle l'FSR? Pourquoi? Non, je te l'expliquais. Pourquoi les FSR, les FAS entraînent-ils des Tigréens? À cela s'ajoute toute une série de problèmes historiques entre le Soudan et l'Éthiopie, de frontières, d'exploitation des eaux du Nil, de différents types. Bref, quand ont-ils commencé à voir que, effectivement, les forces régulières soudanaises entraînent quand même des personnes qui viennent de la région du Tigré? Que voyez-vous là? Et où une guerre pourrait-elle éclater bientôt? Et pourquoi j'insiste? L'Éthiopie a massé des troupes à la frontière avec le Tigré. Alors probablement ils se disent qu'ils doivent éliminer un gouvernement qui leur est hostile et donc autant soutenir les FSR. Mais si tu regardes la carte, tu dois prendre en compte que l'Éthiopie traverse en ce moment une période particulièrement dramatique, car elle fait face à des insurrections dans 3 régions. Une importance fondamentale, Cielo, l'Oromia, l'Amhara, qui est l'un des poumons économiques du pays. Et puis évidemment, il y a la question du Tigré. La crainte, plus ou moins, exprimée par Abiy, et qu'une éventuelle alliance stable entre l'Amhara, le Tigré et l'Afar pourrait créer une force d'opposition qui pourrait marcher contre lui. Béba et lui ont gagné la guerre du Tigraï justement parce qu'ils les aiment. Ils l'ont fait. Mais à ce stade, ils se sont rebellés contre le gouvernement central et par conséquent, ils sont devenus. Il y a, disons, cette grande inimitié entre le gouvernement de Sapeva et le gouvernement des Amhara. Pourquoi faire tout ce discours? Peut-être cela nous emmène-t-il loin, jusqu'au Soudan, car il faut comprendre la crise et la guerre soudanaise. Au sein d'une série de conflits régionaux qui sont liés au fait que plusieurs grands États de la région, je dirais pratiquement tous sauf le Kenya, sont en train de redéfinir leur système de pouvoir interne et très souvent ils le font par le biais du conflit armé. Donc si tu prends le Soudan, le Tchad, la Libye, éventuellement le Soudan du Sud, l'Éthiopie et la Somalie, tu assistes aussi à cette série de convulsions violentes qui doivent créer de nouveaux ordres politiques internes. Mais je ne suis pas un adepte de ceux qui te disent qu'il y a un fil rouge, une clé de lecture unique pour la région. J'ai l'impression que ces conflits naissent pour des causes locales. Mais si tous s'éclatent en même temps et tous dans la même région, tu comprends bien qu'on se retrouve dans un scénario radicalement pire que celui actuel.
Pour revenir à l'aspect logistique du conflit au Soudan, ceci que vous voyez, c'est la reconstitution qui a été faite par le laboratoire du droit international humanitaire. Ils ont retracé des cargaisons parties de l'aéroport d'Assosa, qui est une base de l'armée nationale éthiopienne. Ils ont chargé ces convois que vous voyez sur l'image et ensuite ces convois sont allés soutenir l'offensive des Fesser dans la région du Nil Bleu. Si vous regardez à nouveau cette carte que j'ai montrée au début, ce petit triangle au sud exactement où se trouvent les RSF, ce petit triangle au sud, dans le Nil Bleu, qui semble inexplicable. Mais en réalité, il y a des RSF qui combattent là-bas, soutenus par l'Éthiopie et en partie par le Soudan du Sud, où apparemment le président du Soudan du Sud, mais nous en parlerons plus en détail dans un instant, a soutenu les RSF avant d'aller au Soudan du Sud. Si tu fais ça là exactement, ce truc fait à la volée est pratiquement réel. Les données que nous donne le Yale Lab nous montrent comment l'observation de ces convois, donc cette montée en puissance dans le temps, coïncide effectivement avec le début de l'offensive dans le Nil Bleu, c'est-à-dire qu'ils observent une petite montée en puissance. En février 2026, entre la fin février et le début mars, l'offensive sur le Nil Bleu commence. Si tu passes sur la diapositive suivante, exactement, tu peux voir quels ont été fondamentalement les premiers mouvements des RSF dans le cadre de l'offensive sur le Nil Bleu. Donc depuis la base d'Assosa, ils se sont déplacés vers Kurmuk, c'est-à-dire d'Assosa vers les centres logistiques. Ils l'ont fait. Ils ont mis en place la ligne logistique arrière et ensuite ils ont commencé à se déplacer vers Kurmuk, cela. En effet, cela te fait comprendre comment l'implication éthiopienne, bien que officiellement limitée au niveau de Addis Abeba, repose en réalité sur certaines parties de ses troupes. Ils ont dû passer exactement par là. Nous y arrivons dans un instant. C'est exactement quelque chose qui peut vous faire comprendre un peu l'atmosphère qui règne en Éthiopie. L'Éthiopie a suspendu, mais n'a pas abandonné, son projet d'accès à la mer Rouge, qui pour Abiy Ahmed est considéré comme une question existentielle. Aussi pour remédier au traumatisme de la défaite contre l'Érythrée, qui a ensuite privé l'Éthiopie de son accès à la mer. Ceci que vous voyez est une inscription qui était en amharique, qui a été faite après janvier, qui dit fondamentalement « Nous préférons mourir plutôt que de ne pas avoir votre accès à la mer ». Petit détail qui me fait comprendre à quel point les intentions de l'Éthiopie sont sérieuses, mais cela indépendamment de Abiy Ahmed. En ce qui concerne l'accès à la mer Rouge, l'Éthiopie est un pays enclavé. Il y a un pays sans accès à la mer qui, encore aujourd'hui, possède une marine. Ils ont une marine. Donc cela te fait comprendre que pour eux, si tu veux, même de manière idéologique, presque messianique, l'accès à la mer Rouge est quelque chose de non négociable. Et donc tous ces mouvements de confrontation avec le Tigré, la tentative, l'hypothèse de ce mémorandum avec ses propres mains pour... Je ne l'ai pas suivi car évidemment nous n'étions pas mal. Je vais te récupérer celle-ci, une carte de 1935 si je me souviens des années. Nous avions sa manière italienne. Non, d'accord, comment la Somalie est-elle née alors? Somalie du Sud, c'est l'innovation de Cisio. Mais l'Italie, l'innovation, c'est l'innovation de Cisio, mais c'est l'innovation. Il y avait. Oui, alors ce que tu vois ici, c'est une mer, parce qu'alors ce que tu vois ici, c'est la partition coloniale. Où est-ce qu'il y a... J'en avais parlé sur Africanismi, sur mon Substex, vous pouvez aller retrouver l'article que j'avais écrit. Après la reconnaissance du Somaliland par Israël comme État indépendant. Alors, fondamentalement, dans la cartographie coloniale, il y a toujours eu les trois mêmes terres des Somaliens, à savoir la Somalie française, Djibouti, la Somalie britannique, la région du Somaliland, la Somalie italienne. La seule offensive italienne réussie de la Seconde Guerre mondiale, celle-là, en somme, la britannique. Entièrement menée par les Italiens.
Nous avons tellement mal agi dans les Balkans sans remporter la moindre offensive. Nous avons envahi avec 2 colonnes, l'une se dirigeant vers Berbera, l'autre longeant la côte, parce que nous avons aussi pris la Somalie. Les Français et les Anglais, après une brève bataille, se sont repliés à Aden, seule opération menée uniquement par les Italiens. Voilà comment cela s'est passé. Et en effet, disons après la chute de la Seconde Guerre mondiale. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a eu un accord avec les Italiens, si les Américains sont intervenus, ce qui a été décidé ou ce qui s'est passé. Des mouvements locaux. Mais la Somalie britannique et la Somalie italienne, donc la Somalie et la Somalie, ont été réunies et aujourd'hui elles sont reconnues par la majorité des États comme faisant partie de la même entité étatique. Par la suite, après le déclenchement de la guerre civile somalienne, en 1991, la Somalie britannique, qui a réussi, disons, à garantir une plus grande stabilité, liée aussi à un certain type d'équilibre organique qui existe. Dans cette région, elle a déclaré une indépendance et agit en fait comme un État indépendant, c'est-à-dire avec ses propres élections et toute une série de caractéristiques d'autonomie. Mais du côté africain, elle n'est pas reconnue comme un État indépendant. Parce qu'il y a, j'oserais dire, presque un mantra de l'Union africaine qui dit qu'il ne faut pas reconnaître des entités autonomes qui violent l'intégrité étatique originelle postcoloniale. Parce que la crainte est que si tu donnes raison à l'un, toute une série de mouvements indépendantistes à travers le continent devraient en recevoir le même type de légitimation. D'un autre côté, parce que de toute façon, la Somalie est encore aujourd'hui engagée dans une construction de l'État très lente et problématique. Et donc reconnaître l'indépendance d'un autre État n'est pas vu positivement. Donc l'autre peut, point de vue. Israël a brisé un tabou, tabou pourquoi ? Je peux critiquer la décision ou la manière, mais depuis des années, on a reconnu dans les faits que le processus de construction de l'État du Somaliland s'est beaucoup mieux déroulé en termes de démocratie, et à bien d'autres égards par rapport à celui de la Somalie. La reconnaissance d'Israël aux yeux du Somaliland devait en être une. L'espoir était, il y en a un qui nous reconnaît, puis, par effet domino, tous les autres nous reconnaîtront. Ils espéraient aussi que les États-Unis, avec Trump, les reconnaîtraient comme un État indépendant, mais cela n'est pas arrivé pour le moment. Mais disons, voilà, du point de vue éthiopien exactement, À mon avis, ne pas donner l'accès à la mer à l'Éthiopie a été une énorme erreur, car au final, on aurait pu le faire. À vrai dire, l'accès à la mer, elle l'a perdu, dans le sens où l'Érythrée s'est révoltée et à la fin des années 90, elle a obtenu son indépendance. Par la force des armes, c'est-à-dire pas pour d'autres raisons. Non. Sans tenir compte du fait que les Érythréens étaient soumis, c'est-à-dire qu'ils ont été les premiers. Qui a parlé, oui, entre guillemets. Ils ont davantage collaboré avec l'occupation italienne, justement parce que c'est de là que naîtra aussi l'invasion italienne depuis la Somalie italienne, l'Érythrée. Les Érythréens ne voyaient pas mal les Italiens, mais peu à peu, eux aussi ont changé d'avis. Non, mais jusqu'à aujourd'hui. Ils considéraient que les sanctions comme anti-éthiopiennes. À ce jour, je peux te dire que c'est une expérience paradoxale que j'ai vécue plusieurs fois dans ma vie. Mais les Érythréens, parmi les peuples colonisés par nous, les Italiens, sont ceux qui, encore aujourd'hui, en gardent un souvenir. Je ne dis pas que c'est positif, mais ils reconnaissent certains mérites à la colonisation italienne. Chose qu'un Éthiopien ou un Libyen, par exemple, ne font pas, ou du moins, pas la majorité d'entre eux. Il y avait aussi beaucoup d'Érythréens qui combattaient du côté italien. Oui, les Askaris comme on les appelait. Si tu vas à Asmara, on dirait que tu es en Italie dans les années 60. D'ailleurs, pour te donner une idée très simple, à Asmara, il y a le cinéma Impero, qui a un jumeau ici à Rome, dans le quartier Casilino, qui est effectivement un jumeau. C'est-à-dire exactement le même cinéma, exactement la même structure. Mais en somme, cela fait partie de toute cette dynamique concernant la question de l'accès des Éthiopiens à la mer Rouge, ou de l'accès à la mer Rouge en général, qui est devenu en somme un sujet assez brûlant. Passons au Tchad.
Alors ce que vous voyez sur cette carte réalisée par The New Humanitarian, ce sont des zones qui ont connu des conflits et des opérations de nettoyage ethnique au Darfour, du côté de la frontière soudanaise. Ce grand nombre de réfugiés qui ont fui le nettoyage ethnique au Darfour se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, au Tchad. Pour faire simple, ils se sont réfugiés dans un état extrêmement pauvre qui doit aujourd'hui faire face à une vague humanitaire assez forte. Que s'est-il passé vers la fin du mois de mars? Ce que vous voyez, il y a eu ce déploiement massif de forces tchadiennes à la frontière avec le Soudan. La décision de déployer ce nombre de forces et de fermer la frontière, avec toutes les conséquences que cela implique, y compris au niveau humanitaire, est fondamentalement liée à certaines attaques de drones qui auraient été menées par les RSF du côté de la frontière tchadienne. Maintenant, pour le Tchad, la guerre au Soudan, comme je te le disais, est fondamentalement liée à des équilibres ethniques. Parce que la direction au pouvoir à N'Djamena, au Tchad, est fondamentalement issue des Agawa, c'est-à-dire des membres de cette ethnie qui vit de part et d'autre de la frontière entre le Soudan et le Tchad. Si les cousins de N'Djamena n'interviennent pas pour secourir ceux du Darfour, cela crée une fracture clanique qui pourrait entraîner un effet domino menant aussi à une crise de pouvoir à N'Djamena. Je vais te donner un exemple qui peut être assez significatif. Je vais te raconter cette histoire. Il y a quelque temps à N'Djamena, dans le cadre de l'étrange transition tchadienne, un leader historique d'un petit parti socialiste qui s'appelait Yahya Dino a été tué. Il a été tué lors d'une fusillade très étrange. Il a été tué chez lui par les services secrets tchadiens, par l'assaut armé des services secrets tchadiens, et ils l'ont accusé d'avoir tenté un coup d'État. Pourtant, il était chez lui. Ils l'accusaient d'avoir tenté de prendre d'assaut le siège de la télévision nationale alors qu'il était chez lui. Voilà, lorsque la nouvelle de la mort de Yahya Dino, qui appartenait à un tout petit parti politique mais historique, avec plusieurs décennies de militantisme, est arrivée de l'autre côté de la frontière. L'un des cousins de Yahya Dino, un Zagawa du Soudan, a pris la tête d'un bataillon de 15 000 hommes et se dirigeait vers le Tchad. Il voulait marcher sur N'Djamena. Une division, ce n'est pas un bataillon? La division est son plus grande, mais je ne sais pas si tu l'as comptée ainsi. Parmi les combattants, je ne sais pas, 800 200 pour te donner une idée. Donc ils sont à niveau de division. Il a pris la tête de 15 000 hommes, pardonnez-moi, général Capitini, si je me trompe toujours dans les termes, mais il a pris la tête de 15 000 hommes pour aller venger son cousin à N'Djamena. Ceci pour te faire comprendre que d'un côté, les Agawa du Darfour sont une force militaire très puissante et avec un grand potentiel. Mais surtout que si le gouvernement de N'Djamena n'est pas capable, au moins, de protéger et d'alléger les souffrances de leurs cousins au Darfour, il se peut que le chef, le président du Tchad, Mamadou Tristebi, puisse être évincé. Ce que vous voyez ici, ce sont les troupes actuellement stationnées à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Et donc le risque est que le Tchad soit impliqué dans la guerre soudanaise. Surtout dans la région du Darfour. Peut-être même en superposant, simplement en créant une zone tampon qui nuirait évidemment aux RSF. Ensuite, il y a la question du Soudan du Sud. Alors, voici une carte que j'avais déjà montrée lors du dernier direct. Comme vous pouvez le voir, cette zone frontalière entre le Soudan du Sud et le Soudan fait encore l'objet de la plupart des combats, ou d'une bonne partie des combats dans la région pour les RSF. Il y a quelques mois, les RSF ont occupé la ville d'Idlib, qui abrite l'une des principales raffineries du pays. La crainte à ce moment-là, tant du côté du Soudan du Sud que des Chinois du Soudan, était que les RSF, pour reprendre la ville, ou du moins pour enlever l'avantage stratégique des RSF, décident de bombarder Idlib, et donc de faire sauter la structure. Ce qui aurait eu du sens du point de vue de l'ère de 1000 personnes.
Endommager les réformes, di carburante dell'RSF. Come dicevamo prima, senza la raffineria non hai la benzina per i droni. pour tout ce qu'il faut déplacer. Il y a eu cette médiation assez étrange, à la fin de laquelle je pense qu'il pourrait y avoir une implication chinoise, à la fin de laquelle les forces du Soudan du Sud, l'armée du Soudan du Sud, ont occupé la ville d'Eglig. Ils l'ont placée sous une sorte d'administration contrôlée et ont dit « Bon, tant que nous sommes ici, nous gardons la raffinerie. » Et de cette façon, ni le Soudan ni le Soudan du Sud ne la contrôlent. Il y a cependant un problème. Alors, brève histoire des 7 dernières années au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud a longtemps été dirigé par ce gouvernement de transition étrange. Dirigé par le président de la République, qui est toujours en fonction et qui s'appelle Salva Kiir, et par son vice-président, qui était Riek Machar. Ce qui était particulier, c'est que ces deux hommes se sont affrontés lors d'une guerre civile particulièrement sanglante, juste après l'indépendance du Sud. Celui de droite, c'est Salva Kiir, celui qui porte ce chapeau presque de cow-boy. Riek Machar est celui de gauche. Maintenant, que s'est-il passé ? Toute cette trêve tenait grâce à l'argent du pétrole, dans le sens où cette oligarchie contrôlait l'accès et les fonds provenant de l'exploitation des ressources pétrolières. On garantissait une paix, on garantissait quand même un accès à la liquidité, ce qui maintenait tout le monde, plus ou moins, tranquille. Au déclenchement de la guerre au Soudan, avec les dommages subséquents aux infrastructures énergétiques, donc la crise du secteur énergétique, l'impossibilité de payer les salaires même des forces armées, l'impossibilité de garantir ce système clientéliste qui maintenait la trêve. On recommence à se battre, Riek Machar est arrêté, en une nuit le chef des renseignements est limogé. En somme, Salva Kiir, qui en réalité est chez malade car on l'a vu lors de quelques apparitions publiques en 2024. 2025 n'est pas vraiment en très bonne santé. Quoi qu'il en soit, son entourage a saisi l'occasion pour relancer cette guerre civile. Petite chose, l'entourage de Machar a été accusé par les forces régulières soudanaises, les FAS. Et là, tu es déjà en train de rire pour ce vote, parce que tu as compris que tu as mis en place une économie, que tu as facilité le recrutement des FSR à l'intérieur des frontières. Non seulement cela, mais plusieurs membres des FSR, disons de leur service de renseignement, en costume cravate, ont traversé la frontière en payant beaucoup de dinars pour avoir accès aux ressources pétrolières. Le Soudan, via son service de renseignement, propose cette reconstitution, jusqu'ici vue comme une hypothèse. Bref, le brouillard de la guerre. Qui sait si c'est vrai, mais souvenez-vous du petit triangle mentionné plus tôt lors de l'offensive sur le Nil bleu. Comme le disait justement Mirko, ces troupes des FSR ont dû passer quelque part, si l'on veut être soupçonneux. C'est un péché de penser ainsi, mais souvent il y a aussi des preuves. Maintenant... Donc je pense que je ne te dis pas tout. Le Soudan du Sud, qui est d'ailleurs très varié, est composé de plusieurs groupes, l'armée blanche, etc., etc. Mais c'est sûr que cela jette effectivement une nouvelle lumière sur l'implication possible du président Kiir dans le soutien effectif aux FSR. Donc, cela change la donne. Maintenant, la dernière partie. Ensuite, bien sûr, nous serons là pour les questions. Évidemment. S'il y a de la diplomatie, donc, en premier lieu, nous ne pouvons pas éviter de parler du nouveau quatuor pour le Soudan. Je vous renvoie toujours à Abiganismi parce que j'en ai parlé de manière plus approfondie. Brève histoire du quatuor. Pour le Soudan, c'est un format diplomatique qui a été inventé aux États-Unis autour de 2019, si ce n'est avant, pour gérer les relations avec le Soudan. Trump l'a largement remanié, en excluant fondamentalement le seul membre européen du quatuor, qui était le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, pour y insérer à la place l'Égypte. Ce quatuor diplomatique regroupe l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et les États-Unis. Jusqu'à présent, il a échoué à cause des intérêts divergents des participants. Je crois qu'ils se sont réunis pour la première fois. Ça me fait rire. Ce qui est drôle, c'est qu'il écarte et dit « Vous, les Anglais, vous n'avez rien à voir là-dedans », alors que les Américains, eux, sont impliqués.
C'était une question d'Arabie Saoudite et de ce genre de choses. Mais eux, ils s'en mêlent. Je pense que ça, à Londres, ils l'ont bien noté. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que en créant un quatuor fondamentalement arabe, parce que 3 pays sur 4 sont arabes, il a créé un merveilleux quatuor, où il est bloqué depuis octobre à cause des intérêts croisés. Mais il y a eu des choses incroyables, c'est-à-dire l'Égypte qui rejette une motion rédigée par les Émirats arabes unis. Parce que je n'aime pas cet adjectif, parce que vous dites aux 2 parties de déposer les armes, alors que ce sont les FSR qui doivent déposer les armes. Donc même là, non. Excusez-moi pour ma remarque. Mais il est aussi important de connaître un peu d'histoire pour faire de la géopolitique, et surtout de comprendre certains mécanismes. Si les administrations précédentes maintenaient le Royaume-Uni au sein du Quatuor, ce n'était pas parce qu'elles étaient nostalgiques de l'Empire britannique. Et puis, imagine les Américains. Parce que connaissent la situation, les peuples connaissent la situation, mais je suis italien. Cela s'est produit avec la force du Soudan. Oui, mais au-delà du lien historique avant colonial, il y a un facteur. Ils étaient conscients que s'ils avaient fait une composition purement arabe, cela aurait donné naissance à un quatuor diplomatique bloqué par des vétos. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Reviens un instant à l'image précédente, avant de parler de Macron. Alors, l'administration Trump concernant le Soudan, en réalité sur la Corne de l'Afrique, a eu une attitude particulière parce qu'en fait, elle a été très active en Afrique. Cependant, l'administration Trump sur la Corne de l'Afrique a vraiment beaucoup oscillé entre des initiatives de maintien du statu quo des administrations précédentes et des choses particulièrement nouvelles. Alors, en novembre dernier, Bin Salman s'est rendu à la Maison-Blanche pour voir Trump et, d'après ce qui a été reconstitué, sa participation à cela a été très importante. Il a officiellement demandé à Trump de remettre le Soudan à l'ordre du jour diplomatique des États-Unis. Vous devez faire cela a été fait, et quelque chose pour le Soudan. À partir de ce moment-là, il y a eu un activisme accru de la part des États-Unis. Cependant, on n'a pas compris exactement leur position. Ce moment a marqué une activité beaucoup plus agressive sur le RCEP. Il y a des sanctions contre les membres du parti islamiste, l'ancien parti du dictateur al-Bashir, qui cependant soutient les SAF. En somme, fondamentalement, on n'a pas compris où veulent en venir les États-Unis. Il faut le dire. Ou du moins, c'est mon avis, c'est ce que j'ai remarqué. Effectivement, il a une certaine admiration pour Bin Salman, bien plus que pour d'autres dirigeants de la région, comme Bin Zayed ou Assisi. Donc je n'exclurai pas que Bin Salman, dans ce contexte, puisse utiliser cette influence pour rapprocher les États-Unis de ses propres positions sur la question soudanaise. Un petit problème, c'est un autre facteur pour lequel, à mon avis, le Quad n'a pas fonctionné et ne fonctionnera pas. Il y a la guerre en Iran, donc en ce moment pour la... Je voulais te laisser cette partie, c'est-à-dire quels sont les liens, quelle sera l'incidence, ce qui se passe alors... Sur le plan diplomatique, est-ce que tout change? Parce que, évidemment, à ce stade comme cela a déjà été largement documenté dans d'autres lives, tu as la guerre en Iran, le blocus du détroit d'Ormuz, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, qui subissent tout de même des dommages à cause de cette guerre. Des problèmes plus graves qu'ils doivent gérer. Exactement, résumé parfaitement. Donc auparavant, ils consacraient des ressources très importantes pour tenter de faire avancer les choses au Soudan. À ce jour, évidemment, leur priorité est de débloquer Ormuz, d'arrêter la guerre en Iran. Donc, à quel point peuvent-ils être préoccupés à Riyad ou à Abu Dhabi ou dans d'autres régions par ce qui se passe au Soudan? Nous avons discuté de façon assez discutable de l'un des effets que cette impasse pourrait produire. Je te laisse cela pour la conclusion. Participons-nous aussi, Européens, à ces initiatives diplomatiques? Actuellement, à Berlin se tient la 3e conférence humanitaire internationale sur le Soudan, à laquelle les forces armées soudanaises ont déjà annoncé qu'elles ne participeraient pas à l'Espretpetz, parce qu'ils disent que trop de membres de partis ou de mouvements proches des forces de soutien rapide ont été impliqués. Donc pour eux, ce qui sera décidé à Berlin n'aura aucune valeur. La première conférence humanitaire a eu lieu en France. En France, Macron a obtenu un résultat assez satisfaisant parce qu'il a insisté. Il a réussi pour la première fois
a poussé Bin Zayed des Émirats arabes unis à demander un cessez-le-feu aux deux parties. ad entrambe le parti a deporre le armi. Ensuite, il y a eu la deuxième conférence humanitaire sur le Soudan, celle de Londres. Fondamentalement, les deux initiatives humanitaires sont largement louables. D'ailleurs, à Londres, elle avait été dirigée par l'ancien. Eh, Le secrétaire du geste, David Lemmy, qui est un homme politique que j'aime beaucoup. La deuxième conférence humanitaire sur le Soudan à Londres. Elle a récolté beaucoup d'argent, mais fondamentalement, c'est un mécanisme qui était bloqué parce que tu récoltes beaucoup d'argent. Tu devrais recevoir l'aide humanitaire, mais il est ensuite très difficile de la faire parvenir dans ce contexte. Les frontières sont bloquées. Nous, les Italiens, avons aussi fait notre part. Vous voyez ça, un tweet de la Farnesina le 25 décembre dernier. C'était un engagement à respecter. Il avait aussi annoncé, d'ailleurs dans le podcast de Fedez, qu'il allait envoyer des aides humanitaires au Soudan. Il y a eu ce premier lot d'aide humanitaire de la part de l'Italie. Et récemment, cet après-midi, j'ai assisté à une conférence où il parlait. L'un des conseillers les plus proches du ministre des Affaires étrangères, Tajani, participe à la conférence à Berlin. Et ils ont prévu l'allocation de 30 millions d'euros supplémentaires pour la crise au Soudan. Le point, c'est que je prends juste un instant et j'arrive tout de suite à toi, Winter Night. Non, je termine juste. en direct comme Biggio Mandelli, je prends juste un instant et j'arrive tout de suite. Exactement. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Non, ce que je ne comprends pas, c'est que la position des Italiens est claire, c'est-à-dire que, objectivement, le poids politique que nous avons, c'est ce qu'il est. Et donc, nous nous mobilisons dans le but d'au moins soulager les souffrances de ces civils qui n'ont pas réussi à s'enfuir. Mais je n'ai pas compris si donc nous reconnaissons le gouvernement des FAS ou celui des FSR, parce qu'après, on en revient toujours à ce même point-là. J'imagine que ces aides humanitaires que vous avez vues dans le tweet de la Farnesina ont été livrées à Port-Soudan, donc au FAS. Forcément, je pense que nous reconnaissons ce gouvernement. Mais peut-être que c'est la politique du mais aussi. Je ne sais pas. Tu le déclares, tu envoies où? Oui, le seul accès à la mer, c'est celui-là. Après, débrouillez-vous. Oui, mais même en voulant. Comment tu les remets au FSR? Tu devrais les parachuter. Et au FSR, je les remets soit via le Tchad, soit via le Kenya. Mais le point est celui-ci. C'est-à-dire, de mon point de vue, ce n'est pas la même situation. On est en train de libyaniser un conflit qui ne devrait pas être libyanisé. Parce que, objectivement, si nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un seul gouvernement légitime, alors c'est ce gouvernement des FSR. Il faudrait dire « comme on dit à Rome, vous vous le balancez à la figure ». C'est-à-dire dans le sens où c'est un truc qui ne sert qu'à vous, juste dans le but de tromper, de rendre encore plus complexe une initiative de paix. Malheureusement, nous devons toujours prendre Lyme comme exemple, devenu le modèle des tragédies. Nous reconnaissons un gouvernement, mais parlons aussi avec l'autre, etc. Il n'y a personne qui ait le courage de prendre une décision, de soutenir l'un, parce que la peur, c'est quoi? Peut-être qu'eux aussi commencent à commettre des massacres et des choses comme ça, et ensuite, tu as l'étiquette de celui qui les a soutenus. Donc, on reste très prudent, hein? C'est vrai. Mais il est aussi vrai que, en somme, la politique est un autre compromis. C'est aussi savoir prendre des risques. Dernière chose sur la question humanitaire. Ceci est une infographie du HCR qui fait à peu près le point sur le nombre de réfugiés qui, en ce moment, ont réussi à s'enfuir au-delà des frontières et sur le type d'assistance humanitaire. Et qui peut être garanti en ce moment où il est bon de le préciser. Les organisations humanitaires, je précise. Les gars, si vous voulez y croire, oui, bien sûr, l'ONU, ce n'est pas ce truc qu'on voit la dernière semaine de septembre au Palais de Verre. Mais il y a d'excellents analystes et opérateurs qui travaillent sur le terrain et qui, en ce moment, le font.
Ils sont moins bien payés parce qu'il y a eu cette course à réduire les aides de soutien économique pour les Nations Unies, qui sont actuellement les seuls capables d'atténuer ou de contenir cette urgence humanitaire qui est aujourd'hui la plus grande au monde, du moins pour le nombre de personnes concernées. La dernière diapositive, puis je répondrai aux questions s'il y en a. Quelle est la question ? Ceci est un article qui est apparu dans Foreign Affairs et qui disait « Ne divisez pas à nouveau le Soudan ». Rappelez-vous que la dernière fois que le Soudan a été divisé, c'était en 2013 avec l'indépendance du Soudan du Sud. Pas encore le Soudan. C'est ce que disent les auteurs de cet article. Parce que cela ne résoudrait pas réellement l'indépendance. Cela ne résoudrait pas vraiment l'indépendance, cela réglerait l'indépendance, mais cela ne résoudrait pas vraiment le problème. Les États-Unis, les puissances arabes accaparées, ce qui se passe à Hormuz, l'impasse militaire qui est devenu diplomatique, deux gouvernements sur le terrain, je pense qu'une tentation existe dans certaines chancelleries. À ce stade, même si ce n'est pas la meilleure solution, nous reconnaissons la réalité des faits et donc nous acceptons. Cela ne résoudrait pas réellement l'indépendance du Soudan de l'Est, Le Soudan de l'Ouest, le Soudan du Sud, le Soudan du Nord, là c'est bon. Cela réglerait effectivement la question de l'indépendance. Ça ne résoudrait pas vraiment le problème, comme je te l'ai déjà dit lors du premier live, il y a 3 ans, le risque final est toujours là et aujourd'hui, selon moi, c'est une hypothèse, du Soudan du Sud. Cela réglerait effectivement la question de l'indépendance. De résoudre l'indépendance du Soudan du Sud. Je pense qu'à ce stade, même au niveau des chancelleries, on se dit que, avec tout ce qui se passe, en fait, l'indépendance ne résoudrait pas l'indépendance du Soudan du Sud. Peut-être vaut-il mieux reconnaître la réalité sur le terrain, et donc nous avons un autre Soudan. Ce n'est pas idéal, mais je pense qu'ils y songent. La crise des engrais due à la fermeture d'Ormuz, quel impact sur l'Afrique? La Malée. Fatal. Une famine continentale est impossible, car l'Afrique est l'un des continents les plus vastes au monde, et avoir une famine à l'échelle du continent relèverait d'un tout autre scénario géographique. Une famine continentale est impossible. Il y a de l'inflation et certainement les zones qui sont touchées par la famine connaîtront de nombreuses crises. Merci pour tous les commentaires. Disons qu'à ce stade, oui, les risques les plus immédiats sont l'augmentation de l'inflation, la crise du secteur agricole. Il est vrai que l'économie africaine, en particulier celle du Nigeria, mais aussi d'autres, sont en train de préparer des engrais propres. Mais évidemment, la crise d'Ormuz a un impact énorme. Je vois certainement l'augmentation de l'inflation avec un risque d'instabilité politique. Je vois aussi la possibilité d'une détérioration des conditions de vie de ces personnes, en particulier dans la Corne de l'Afrique, qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Il y a un autre facteur que je peux vous révéler ici en exclusivité pour vous à Parabellum. Cela a un impact sur le secteur minier. Parce qu'il y a des solvants qui doivent être utilisés pour l'extraction ou le raffinage des minéraux critiques des terres rares qui commencent à se faire rares. La RDC, la République. Parce qu'ils en utilisent que déjà beaucoup compte tenu de la marchandise qu'ils doivent traiter et qu'ils commencent déjà à en manquer. Donc, sur le caractère stratégique de cette initiative en Iran. Ensuite, il y a aussi le soi-disant secteur de la haute technologie. Dans sa chaîne d'approvisionnement, il souffrira beaucoup du blocus d'Ormuz. Mais ils ne commettent pas de massacres au Darfour contre la minorité africaine non arabisée. Le Soudan du Sud, qui soutient le CRF, ne s'est pas séparé du Nord simplement parce qu'il n'est pas arabe. Non, c'est une simplification. Le problème fondamental est celui-ci. Le Soudan du Sud s'est également séparé à cause du génocide du Darfour et à cause d'une série de
disons-le ainsi, une marginalisation qui avait caractérisé les populations et les ethnies du Sud de la part de l'élite historique de Khartoum. Pour comprendre comment le Soudan du Sud a changé jusqu'à aujourd'hui, tout commence avec la mort, dans des circonstances assez mystérieuses, du leader historique de l'indépendance du Soudan du Sud, John Garang, qui meurt dans un accident d'hélicoptère. Le président de l'Ouganda, Museveni, a dit que, selon lui, c'était un accident douteux. Après Garang, il y a la guerre entre Salvag. Ce sont un tout autre type de dirigeants, dans le sens où ce sont des dirigeants oligarchiques, très intéressés à s'enrichir grâce aux ressources pétrolières. Donc si les FSR paient, au moins 7 parties de l'élite qui s'enrichit. Je répète que Kiir va très bien, donc selon moi, c'est vraiment son cercle rapproché, son entourage probablement. L'intérêt individuel va au-delà, j'espère qu'ils peuvent être là. Aussi parce que de dire, d'écrire, dire pourquoi. Mi lascia sempre grande libertà, questa roba che Pour les conflits africains, spiegano solo per le etnie e non per Comme l'intérêt des dirigeants, la raison d'État, les crises systémiques, les objectifs stratégiques, les agendas régionaux, c'est quelque chose que nous, les Blancs, avons, parce que nous avons encore une éducation héritée du colonialisme. Nous ne considérons pas les conflits africains selon ces catégories-là. autre question, quelles ambassades opèrent encore aujourd'hui dans ces zones? Mon Dieu, franchement, je ne saurais pas te le dire. Je sais sûrement que l'Union européenne a un envoyé spécial pour le Soudan, tout comme nous. Non, Non, Gigino, je ne sais pas qui c'est pour l'Union européenne. Sincèrement non, franchement je ne peux pas te le dire. Aussi parce que je pense que si elles sont actives, elles sont actives. À Port-Soudan, Khartoum est en train d'être reconstruite ces derniers mois, mais tu comprends que avec une guerre en cours, donc nous ne sommes pas du tout à l'arrêt. Il devient difficile de faire une estimation réelle de ce que cela nous coûtera de remettre Khartoum sur pied, qui a été dévasté dans certaines zones. Et c'est très impressionnant. Il y avait une ville très dynamique, très joyeuse, aussi d'un certain point de vue. Alors, elle a été complètement dévastée et donc je ne sais pas qui a décidé de garder son ambassade ouverte, ni qui a encore des ambassades ouvertes aujourd'hui. Cela dit, la diplomatie continue à avancer grâce aux initiatives humanitaires que nous avons montrées précédemment. Donc même s'il n'y a pas d'ambassade, Paris, Rome, Berlin, Londres continuent tout de même à dialoguer avec le gouvernement des FAES. Je ne sais pas si c'est pareil avec les FSR. Certains oui, mais pas nous les Italiens. C'est pourquoi la diplomatie continue, même sans ambassades ouvertes. d'accord, je dirais que c'est tout, messieurs. Je remercie beaucoup Luciano, je remercie énormément ceux qui nous ont suivis. Donc, si on nous démonétise, et messieurs, qu'est-ce qu'on peut y faire? Je ne pense pas. Dernièrement, j'ai remarqué cette dernière année que YouTube est devenu beaucoup plus laxiste quand il s'agit de casser les pieds et de tout surveiller. L'algorithme est plus indulgent, peut-être qu'il y en a moins, je ne sais pas, même la guerre, c'est la même chose. F et Musk, oui. Il y a aussi une habitude, ça peut être l'effet Musk, mais il peut aussi y avoir une habitude, l'effet Trump. C'est-à-dire, Trump dit des choses tellement énormes que maintenant, ce qui se passe sur YouTube à côté, c'est de l'eau de rose, non? Donc, merci, suivez Luciano. Sur Africanismi, je lis toujours aussi les mails de mise à jour que je reçois directement. Parce que de toute façon, toutes ces affaires, nous devons les suivre car elles viennent s'ajouter, même pour le sujet des rames, qui est déjà un sujet à part. Elles augmentent et sûrement les ressources minières que nous avons déjà suivies dans toutes les différentes guerres. Elles ont un poids important, donc merci à vous tous. À bientôt, vers le 18. Nous ferons un live sur l'Amérique du Sud, surtout sur les connexions criminelles de l'Amérique du Sud avec Guerra et Batistessa. Et à moins qu'il n'arrive un problème auquel je dois m'occuper entre-temps. La date est le 18. Donc, mesdames et messieurs, merci à tous. Merci Luciano et bonne nuit. Salut, bonne nuit.